Bonjour à tous. Euh, donc c'est un premier breakfast qui introduit un peu non seulement Lighton mais en fait Paradigm, le produit sur lequel nous misons toute notre énergie. Je m'appelle Igor Caron, je suis le PDG de Lighton. Là il y a un titre qui est super intéressant. Je suis lyonnais au départ. Une chose qui m'a toujours tenu en intérêt, c'est les frères Lumière, qui ont inventé en fait le cinéma dans les années 1890, qui en moins de 5 ans, on en fait un objet de monétisation. En 95-98, on arrive à faire la première représentation payante en fait de ce cinéma, et à peu près en 20 ans, en France, on a eu plusieurs compétiteurs, Pathé, Gaumont, qui n'étaient pas la même chose, qui étaient des frères ennemis en fait, ont réussi à construire une innovation autour de cet objet technologique pour faire en sorte qu'on ait réellement une industrie qui ne sera pas à Paris à cause des guerres, mais qui sera autre part. Ce que je veux pointer du doigt ici, c'est cette technologie qui est devenue une industrie absolument énorme, est née en France, elle a été développée en France, avec une partie du génie français, en fait, on va dire. Et surtout, on est allé beaucoup plus loin que la partie techno des choses. On va un peu plus loin, 100 ans plus tard, la GenAI apparaît. Une grande partie de ces acteurs-là sont français, sous des drapeaux un peu différents. Lighton en fait partie. On fait une partie de ces technologies. Un des grands paris, c'est de faire en sorte que cette technologie d'IA générative puisse maintenant rentrer dans le tissu économique français, européen, mondial. Toutes ces innovations technologiques sont extrêmement importantes. Elles ne sont pas forcément uniquement françaises la majorité du temps. Mais un grand défi, c'est réellement de faire rentrer ces technologies dans les entreprises. Une grande partie de la discussion qui se passe entre les utilisateurs d'entreprises et cette technologie, ChatGPT, Claude, Paradigm, sont réellement des discussions presque extrêmement sensibles pour l'entreprise et pour les gens qui l'utilisent. Si on fait une sorte de spectre, de vision des discussions qui se passent entre, on va dire, le stagiaire jusqu'au PDG, on a une vue au rayon X de ce que fait l'entreprise. Ce n'est pas simplement des données, ce n'est pas simplement des chiffres, c'est des discussions qui se passent entre chacune des personnes de l'entreprise. C'est réellement une partie du savoir-faire. Un des grands paris de ce qu'on essaye de faire à Lighton, c'est de faire en sorte que le savoir-faire traditionnel des entreprises puisse maintenant être dopé avec cette technologie d'IA générative. Et quand on parle de souveraineté, on ne parle pas forcément de souveraineté générique, on parle de réellement ce qui définit une entreprise par rapport à une autre. Et donc nous pensons que cette technologie sera capable de prendre une partie de ce savoir-faire et de faire en sorte que ces entreprises, au lieu de parler d'un savoir-faire ancien, utilisent une partie de ces données-là, de ces discussions-là, pour aller de l'avant et être encore plus en compétition avec le reste du monde. Voilà, je vais m'arrêter là. Laurent va nous présenter un peu la genèse de Lighton, et puis après on ira dans le sujet fort qui sera sur le produit. Merci à tous. Donc, bonjour à tous, moi je suis Laurent Daudet, directeur général. Effectivement, on a titré ce slide From IPO to IPO, juste pour vous dire qu'on a fait un peu de chemin depuis la création de Lighton en 2016. 2016, en fait, c'est quatre chercheurs dans des labos de physique, pas loin d'ici, dans le 5e arrondissement. On avait une collaboration et puis on s'est dit... ce truc-là, soit ça reste des papiers de recherche et on continue à faire de la recherche, c'est très bien, mais si on veut que ça ait de l'impact, il faut que ce soit sous forme d'une entreprise, et c'est là où on a décidé de déposer des brevets et commencer à créer Lighton. Et donc au départ, on était sur une technologie photonique, et je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'anecdote. On travaillait sur des accélérateurs photoniques pour certains calculs d'IA, donc on était déjà dans l'IA. En 2016, on ne parlait pas d'IA générative, mais
on était déjà dans les... En fait, ces processeurs Optical Processing Unit, ils étaient très bons dans les calculs de grande taille, de grande dimension. Et du coup, on était déjà dans l'IA de grande taille. Mais quand on a vu arriver GPT-3 en mai 2020, on s'est dit que ça, c'est de la technologie qui va complètement changer le monde, à commencer par changer le monde de l'IA. Il y a vraiment un avant et un après, parce que l'IA, c'était le moment, pour nous, c'est le moment de rupture où l'IA n'est plus une affaire de spécialistes, d'ingénieurs d'IA, ça devient utilisable par tout le monde en langage naturel. C'est de l'IA enfin qu'on utilise en français et en anglais dans la langue de tous les jours. Et voilà. Et on passe tout d'un coup à 8 milliards d'utilisateurs potentiels de cette technologie. Et du coup, on a fait vraiment pivoter l'entreprise depuis 2020. Au début, on a créé des modèles. On a créé une douzaine de modèles parmi les plus grands du monde. On a été vraiment model maker. Et puis, depuis 2 ans, on développe cette plateforme Paradigme dont on va vous présenter les derniers développements. Et on a fait le choix aussi, finalement, l'an dernier, de rentrer en bourse. Alors, c'est un choix un peu atypique à un stade relativement jeune de notre développement. Mais pour nous, c'était le choix de l'indépendance. C'était le choix de se dire, on avait des offres en parallèle de VC pour des CIA plus traditionnels. Mais on voit que les boîtes d'IA, souvent, qui prennent l'argent de VC, d'abord, vont le prendre aussi de l'autre côté de l'Atlantique et très souvent deviennent américaines. Nous, un peu c'était le choix de l'indépendance et puis le choix de la souveraineté aussi. On s'est dit, sur l'IA générative, il y a une carte à jouer. On peut se faire financer sur les marchés publics sur cette technologie-là parce que c'est devenu un vrai sujet de société. Et puis donc notre entrée en bourse est bien passée, l'action se porte bien pour l'instant. Voilà, c'était pour l'instant, je touche du bois, mais c'était un pari plutôt gagnant. Mais juste, voilà, je finis mon slide d'introduction juste pour dire qu'on est ancré vraiment dans l'innovation. On est né dans le monde de la recherche. Nous, notre idée, c'est de toujours vous apporter ce qui se fait de mieux dans l'IA générative et puis de le mettre au service de nos clients, de nos technologies. Notre go-to-market, il est double. Il est effectivement soit en travaillant directement avec un certain nombre d'acteurs, soit on a des partenariats majeurs pour des accords de distribution, de revente, notamment Orange Business, HPE, et qui nous permettent d'accéder aussi à un grand nombre d'acteurs. Et on voit d'ailleurs que dans l'IA générative, ce qui est hyper important, c'est les infrastructures, le GPU. Donc voilà, d'où le sens de ces partenariats qui nous permettent de proposer des packages hardware-software, par exemple. Voilà, moi je m'arrête là, je laisse la place aux gens qui font Lighton, les ingénieurs, hein, qui vont vous présenter un peu la plateforme, mais surtout les dernières innovations dans la plateforme. Bienvenue à tous dans Paradigme. Moi, je vais vous faire un petit tour d'horizon de notre plateforme d'intelligence artificielle générative. Je suis donc Arthur Ducasse, et donc c'est moi qui vais être votre guide aujourd'hui dans le produit, et vous faire une petite démo. Donc aujourd'hui, on va être dans le domaine de l'assistant juridique sur la convention collective de la métallurgie. Donc, on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui a besoin d'aider un certain salarié, un Jean Dupont, qui a peut-être un petit souci avec son employeur et va devoir du coup, on va dire lui rédiger une lettre de mise en demeure ou autre parce que il est en litige, etc. Donc, on voit qu'on peut avoir un premier draft, un premier cas d'usage de poser une question qui va nécessiter de drafter une lettre ou autre. Maintenant, ce qui est un peu plus intéressant de faire, c'est de se dire, je vais aller poser une question sur le document directement de la convention collective pour un peu étayer mes demandes, on va dire. Et je vais aller demander typiquement comment est calculée une indemnité de licenciement. Peut-être que je suis en train de me préparer là-dessus à avoir une discussion un petit peu musclée. Et donc, je vais demander à Paradigme comment se calcule l'indemnité de licenciement. Là-dessus, donc, il va me donner une réponse un peu étoffée et surtout, très important, il va être capable d'aller me citer précisément les passages du document qu'il allait utiliser. Donc, je vais vous montrer ça
une fois que Paradigme aura fini de rédiger sa réponse. Donc là-dessus, voilà, je lui ai posé cette question-là. Je lui ai demandé de chercher dans les documents. Il est allé me chercher la convention collective. Il est capable de me l'afficher derrière. Donc là, ça va être trop petit pour vous, mais si vous étiez de mon côté, vous pourriez voir un petit peu plus gros le texte. Mais globalement, il va vous surligner les passages intéressants dans le document. Donc ça vous permet d'avoir des réponses sourcées en fait, à vos questions. Et là-dessus, j'aimerais qu'on fasse une petite pause sur le côté souveraineté de notre produit. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à montrer des prompts qui sont, on va dire, voilà, c'est une convention collective, un document public. Monsieur Jean Dupont, évidemment, c'est une identité fictive. Mais quand on utilise ce genre d'outils au quotidien dans son travail, ça va très très vite de mettre de la donnée confidentielle ou de la propriété intellectuelle de l'entreprise dans ce genre d'outils. Et c'est pour ça vraiment que pour nous, ça fait partie de notre ADN de proposer à nos clients une solution souveraine qui permet de maintenir la confidentialité des échanges avec l'IA et notamment la confidentialité des documents qu'on va lui donner. Donc typiquement, là, c'est une convention qui est publique, mais on pourrait tout à fait se dire qu'on va mettre des papiers de recherche avec des secrets industriels ou des mémos un peu plus financiers sur notre entreprise. Et là, ça devient vraiment stratégique de les avoir dans un environnement qui est étanche d'un point de vue données. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe de ce point de vue-là. Vous avez tout un système de segmentation de l'information dans Paradigme. Donc là, je suis sur un compte qui a accès à beaucoup d'espaces de travail, beaucoup de workspace. Et ça me permet de cloisonner comme ça un peu mon information. Chaque utilisateur peut avoir accès à juste certains workspaces et pas d'autres. Donc ça me permet de cloisonner l'information au sein de mon entreprise. Bien sûr, je peux synchroniser avec des sources de données externes. Donc par exemple, ici, donc je vous ai fait un petit workspace qui est synchronisé pour cette démo avec le Google Drive. Vous voyez que là, j'ai mis des documents, des rapports de la BPI, par exemple. Ils vont être synchronisés avec ce dossier dans mon Google Drive. Et on va faire un petit test ensemble. Il faut juste que je remonte dans le bon dossier. Hop. On va faire un petit test ensemble pour... mince, c'est pas cela. Tac. C'est cela. On va aller les copier. Et on va voir qu'au cours de la démo, il devrait tranquillement se ploder dans Paradigme. Parce que la synchronisation du coup va se lancer en tâche de fond. Voilà, c'est pas toutes les 30 secondes, donc on verra ça au fur et à mesure de la démo. Et vous pourrez voir que les documents vont progressivement apparaître. Donc je ferme cette petite parenthèse sur la segmentation de l'information mais qui est clé, selon nous, dans la proposition de valeur du logiciel, pour reprendre un petit peu le fil de ce monsieur Jean Dupont. La prochaine étape, typiquement pour lui, ça peut être, ou pour son assistant juridique, d'aller chercher sur le web peut-être une information qui, pour le coup, est un peu plus publique. Elle n'est pas forcément uniquement dans les documents, mais je m'intéresse peut-être à la durée maximale de la période d'essai en France parce que je sais pas, j'ai le sentiment que dans mon contrat de travail, elle était peut-être un peu plus longue ou autre. Je vais poser la question à l'IA en lui demandant d'aller chercher sur le web. Donc là, d'ailleurs, au passage, moi je vous montre à chaque fois la sélection manuelle de l'outil parce que ça me permet de vous montrer les différentes possibilités offertes par Paradigme. Mais on peut passer dans un mode où il est plus autonome, lui poser notre question et c'est lui qui va jauger quel est le meilleur outil pour répondre à ma question. Les deux modes sont possibles. Donc là, je vais demander quelle est la durée maximale d'une période d'essai en France. On se doute bien qu'il y a ce genre de réponse sur Google dans les premiers résultats et c'est exactement ce que Paradigme va aller chercher. Donc typiquement, là, le site du service public, période d'essai pour un salarié. Il a lu un petit peu ce qui se passait sur la page et il a été capable de me dire que déjà, il y a plusieurs cas. Et donc moi, par exemple, en ce qui me concerne, il me semble que 8 mois pour les cadres, quand c'est renouvelé, ça correspond à peu près au maximum. Ensuite, il y a une autre chose que peut faire Paradigme, c'est typiquement lancer une analyse détaillée sur un document. Donc là, je vais prendre pareil l'exemple de la convention collective. On ne va pas le faire tourner en live parce que ça prend quelques minutes, mais je vais vous montrer un petit peu quel type de questions on peut lui poser. On peut, pareil, reprendre cette convention, lui dire, voilà, détaille-moi tout ce qui concerne la convention collective, dans la convention collective, la période d'essai. Ce document-là, il fait un peu plus de 200 pages. Là, si je le lançais, ça prendrait quelques minutes à être processé. Donc, je triche un peu. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'on l'a déjà lancé. Voilà, je l'avais lancé hier. Et ce que ça fait, typiquement, c'est que ça va vous donner... Donc, c'est toujours le même prompt. Voilà, détaille ce qui concerne la période d'essai dans cette convention. Le document, il fait 200 pages. Il est très long. Je pense que peu de gens ici peuvent se vanter de l'avoir lu en entier, à mon avis. Et du coup, là, ce qui est bien, c'est qu'il me fait un résumé, mais sous un angle
de ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'un résumé générique, j'ai envie de m'intéresser à cette question. Et il va m'extraire ici tout ce qui a trait à la période d'essai dans le document. Il m'a même généré un petit rapport ici que je peux aller télécharger. Donc ça, c'est vraiment les cas d'usage de type, on va dire, compression de l'information, mais avec une clé de lecture spécifique. On peut penser par exemple à faire ça aussi sur un rapport financier d'une entreprise, dire bah voilà, sur un rapport annuel plutôt, extrais-moi les éléments financiers, ou alors au contraire, extrais-moi les éléments extra-financiers type environnement, social et gouvernance. Donc ça peut répondre à ce type de cas d'usage. Une autre chose que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, c'est les capacités. Donc je vais revenir dans la discussion qu'on avait tout à l'heure avec monsieur Dupont. On peut aussi aller chercher de l'information dans les tableaux. Donc ça, typiquement, ça peut se faire aussi avec de la recherche visuelle, par exemple. Et donc là, je vais poser une question assez précise. Quelle est la durée maximale de toujours cette période d'essai pour le groupe A dans la métallurgie? Donc c'est une question qui nécessite en fait d'aller chercher une page dans ce document-là, ce tableau-là, donc qui est trop petit, je pense, pour que vous puissiez voir, mais en gros d'aller récupérer la bonne ligne du tableau et de dire, ben voilà, je suis un salarié du groupe A dans la métallurgie, ma convention de collectif, c'est 2 mois. Donc là-dessus, ça permet d'aller chercher de l'information visuelle. Je vous montrerai ensuite d'autres petits exemples assez sympas sur le côté visuel. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, si je me mets dans la peau d'un salarié qui a fait pas mal de recherches sur ce qui est juridique, etc. pour lui, c'est de se dire, là, j'ai pas besoin que tu utilises un outil particulier, mais j'ai envie que tu m'adaptes la lettre de mise en demeure que tu avais écrite initialement pour tenir compte de tous les éléments dont on a discuté actuellement et mettre à jour ton draft et peut-être l'adresser à ma DRH. Et ça me donne déjà un produit, en tout cas une bonne base de travail pour aller l'envoyer. Maintenant, je vais sortir un petit peu de la convention collective. Donc, on va lui dire, au passage, je vous montre qu'on peut donner un peu des instructions personnalisées à son assistant. Là, je lui avais dit, voilà, tu es mon assistant juridique expert de ce document-là. Là, on va sortir de ce domaine pour rentrer dans des cas d'usage un petit peu plus pointus d'un point de vue de l'information qu'on peut aller demander au document, enfin à l'assistant plutôt. Et je vais aller lui demander, typiquement, si je suis dans le domaine financier, je peux avoir envie de lui demander quelle est la durée de placement recommandée pour un certain type de fonds. Et là, ce que vous allez voir, c'est que la recherche visuelle a cette puissance-là. Donc, on est toujours dans une base de données où il y a plus d'une centaine de documents. Et il va aller chercher une information qui est relativement noyée. Et il faut aller chercher 7 pages de ce document et lire ici que la durée de placement recommandée, c'est 5 ans parce qu'elle est en vert dans le document. Donc, on a une capacité visuelle d'aller chercher la bonne page. Et vous voyez là au passage qu'il est allé chercher dans mon drive synchronisé ici, donc ça veut dire que la synchronisation est en train de se faire par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est bien la copie du document qui est sortie, du coup en même temps que le document original, puisque je l'ai mis en double. Donc, dans le domaine visuel, on a encore quelque chose de très sympa. Imaginons que je suis un analyste financier sur la question du marché du véhicule électrique, en particulier en Chine. Et ça me permet aussi de vous illustrer la capacité multilinguale du produit en même temps. Si je vous parle de l'adoption du véhicule électrique en Chine par rapport au reste du monde, je pose la question comme ça à mon assistant. Il va être capable de me rechercher dans ma base de données la bonne page du bon document. Vous allez voir qu'en fait, cette page-là, c'est un graphe. Donc là, il est allé me trouver un graphe. Il a été capable, à peu près, je pense qu'il est même vous auriez du mal à dire si c'est peut-être 0,5 ou 1% pile. Ben voilà, lui c'est pareil, il a été capable de lire le graphe approximativement avec sa capacité visuelle et vous faire un petit descriptif et de vous proposer son analyse de ce marché-là. Dans un autre domaine, typiquement le domaine du nucléaire, je peux avoir envie de dire, voilà, je suis en train de faire ma maintenance de centrale ou je m'intéresse un petit peu à la façon dont EDF gère ses maintenances de centrale et je vais lui poser une question sur le grand carénage. Quelles sont les rénovations qui sont situées à un certain endroit dans le plan de rénovation annuel, par exemple. Et là, vous allez voir qu'il me donne 2 opérations. Moi, je lui ai demandé quelles étaient les rénovations à côté de la rénovation des turbines. Et donc là-dessus, il est capable d'aller me chercher ce schéma-là et de comprendre quelle boîte, donc là, c'est les petites boîtes que vous voyez en bas, étaient à côté, d'un point de vue spatial, dans l'image,
celle de la rénovation des turbines. Donc ça débloque des cas d'usage un petit peu plus industriels où je vais aller chercher de l'information dans des documents où il faut comprendre spatialement qu'est-ce qui a une relation avec quoi d'un point de vue de où l'information est placée dans le document en fait. Et tout ça, évidemment, ça se fait en posant une question sur une base de données où il y a des centaines de documents qui peut être synchronisé avec mon Google Drive ou avec mon SharePoint ou avec mes données locales, évidemment, si vous êtes dans un setup un petit peu plus confidentiel. Et ça fonctionne très bien comme ça. Une dernière chose que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les outils tierce party ou les third party tools, qui vous permettent. Ici, je vous ai montré un certain nombre d'outils. Donc, typiquement, là, c'est l'outil visuel. Vous avez l'outil de recherche web que vous avez vu, l'outil de recherche dans vos documents, etc., etc. Vous avez la possibilité, en tant que client, pour vraiment coller à vos cas d'usage métier, de développer ou faire développer vos propres outils pour aller déclencher des séquences d'appels ou des cas d'usage qui vous sont vraiment spécifiques à votre métier. Donc je vais vous montrer rapidement comment ça marche sur le cas d'usage d'un client qui a besoin en fait d'avoir accès, et c'est ça que je vais lui donner dans l'instruction utilisateur, avoir accès à une base de données SQL qui est peut-être en local chez lui, et les utilisateurs qui ont besoin d'extraire des données de cette base-là, ce n'est pas forcément des programmeurs en SQL. En revanche, ils savent ce qu'ils ont envie d'extraire, et du coup, ils vont poser des questions en langage naturel, et ça va être traduit, et ça va donner des résultats. Donc, typiquement, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, il va falloir que j'active déjà dans un premier temps l'outil. Et donc ça, il faut se dire que c'est un outil que je vous ai fait pour cette démo, mais vous pourriez faire un outil un peu plus évolué qui est vraiment très spécifique sur votre base de données et qui s'adapte à ce que vous avez envie de chercher comme données. Ça peut être une base de données SQL, ça peut être totalement autre chose, ça peut être une séquence de processing de documents custom. C'est vraiment très 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 flexible. C'est une porte d'entrée en fait vers d'autres applications sur Paradigm. Je vais lui demander de lister les premières lignes de la database pour que vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. Donc c'est une database totalement factice où j'ai mis ce qui peut ressembler un peu à des produits Apple pour que ça parle à peu près à tout le monde. Et là, donc typiquement, question que je peux lui poser, si j'ai une base avec des produits, des commandes, des utilisateurs, c'est-à-dire c'est les 3 tables que j'ai mises, je vais pouvoir lui demander quel est l'article qui est le plus souvent acheté. Donc là, c'est un outil relativement simple, mais on pourrait lui demander d'aller aussi afficher la requête qu'il fait pour pouvoir la valider si on est sur des systèmes avec des grosses bases de données où on a besoin de prévalider. Donc là, il me dit iPhone 15, 32 unités en vendues. Bon, évidemment, on a envie de vérifier ce qu'il nous raconte parce que là, il me donne juste le résultat. Mais si je lui demande de lister les commandes, il va être capable de me lister les commandes d'iPhone avec la quantité. Et du coup, ça me permet de vérifier ou d'afficher des données supplémentaires. Donc là, typiquement, voilà, on voit les 6 commandes d'iPhone. Et alors faites-moi, je sais, on va faire le calcul ensemble, mais normalement ça fait 32. et voilà. Donc tout ça pour vous dire que voilà, je vous ai montré un petit peu le tour d'horizon de ce qu'on peut faire sur Paradigm avec des développements vraiment minimes dans un environnement souverain. Vous avez accès à tout ce genre de choses vraiment dès demain si vous installez Lighton. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Antoine Chaffin du coup et je suis ingénieur de recherche au sein de Lighton depuis un peu plus d'1 an désormais. Et du coup je vais essayer de vous présenter la pipeline de génération de texte augmentée par la recherche d'informations multimodales, donc visuelles aussi. Et pour faire ça, je vais commencer par vous montrer comment fonctionnent les pipelines un peu plus traditionnels, qui fonctionnent uniquement sur du texte, afin d'introduire comment on a rajouté cet aspect multimodal, et surtout en quoi ça a un grand intérêt pour un certain nombre de cas d'usage de nos clients. Donc tout d'abord, pour faire de la génération simplement de texte, on va apprendre en fait à un modèle à reproduire des séquences d'entraînement. Donc par exemple, pour la phrase « The cat drinks milk », on va lui apprendre à prédire « cat » à partir de « the », drinks à partir de the cat, etc., etc. Et donc, une fois qu'on a entraîné ce modèle, on va pouvoir faire de la génération de texte en donnant un début de texte à notre modèle, qu'on va venir appeler l'amorce. Le modèle va nous répondre une distribution de probabilité sur notre vocabulaire, c'est-à-dire qu'il va nous proposer quels sont, selon lui, les mots qui conviendraient pour venir compléter notre séquence originale. On va ensuite sélectionner un mot selon cette distribution. Donc, par exemple, on va prendre le mot que le modèle considère être le plus pertinent pour compléter notre séquence. Et on va venir ajouter le mot sélectionné à notre amorce. Et en fait, on va répéter ce processus itérativement jusqu'à générer le texte final.
Et donc avec ce processus de génération de texte, on va pouvoir créer des modèles qui vont être capables de nous répondre à certaines questions, simplement en entraînant notre modèle sur un certain nombre de données qui ont la forme de questions-réponses. Et donc via cet entraînement, on va apprendre au modèle à nous générer des réponses aux questions qu'on va mettre dans l'amorce du modèle. Et donc ça va nous permettre de créer des modèles qui vont être capables de répondre à un certain nombre de questions sur des domaines assez génériques. Donc ça, c'est des modèles comme ChatGPT que vous avez sûrement l'habitude d'utiliser. Et en fait, on peut voir ça comme un savant qui est capable de répondre à un certain nombre de questions sur des domaines assez génériques qu'il a pu étudier par le passé. Donc, par exemple, si on lui demande de quelle couleur elle est, il y a de grandes chances qu'il nous réponde correctement. Mais le problème de l'information qui a été internalisée par le modèle, il y en a différents. Un des premiers problèmes, c'est la temporalité de l'information. Le modèle, il a été entraîné à un instant donné. Du coup, il a emmagasiné des informations qui étaient vraies à cet instant-là. Mais si on lui pose des questions sur des informations qui ont pu évoluer, il va potentiellement nous répondre à côté, puisqu'il va répondre l'information qu'il avait appris à cet instant-là. Donc, par exemple, si je lui demande à un modèle qui a été entraîné avant les dernières élections américaines, qui est le président des États-Unis, il y a de grandes chances qu'il nous réponde que c'est Joe Biden, puisqu'il n'est pas au courant en fait, que le nouveau président, c'est Donald Trump. Et un autre problème des informations qui ont été emmagasinées par le modèle, c'est que certaines informations qui sont nécessaires pour répondre à certaines questions sont potentiellement confidentielles, ou en tout cas pas suffisamment publiquement connues pour que le modèle ait eu besoin de les apprendre. Et donc si on lui pose des questions sur des informations que le modèle n'a pas vues pendant son entraînement, par exemple moi en quelle année j'ai commencé à travailler chez Lighton, il y a peu de chances que le modèle ait été exposé à ça, et dans tous les cas, il y a certaines informations qui sont confidentielles. Et donc, comme le modèle il est obligé de répondre quelque chose, on va l'obliger à générer quelque chose, il va essayer de générer une réponse, mais comme il n'a pas cette information, il va générer une mauvaise réponse. On dit qu'il hallucine, et du coup, ça ne nous convient pas. Et en fait, ce cas d'utilisation, c'est un cas très très fréquent dans les entreprises, puisqu'en fait, la plupart des informations, les connaissances internes à la boîte, elles sont gardées de façon interne, puisque c'est de la propriété intellectuelle, et donc les modèles publics n'ont pas accès à ça. Et donc pour répondre à ces problématiques, ce qu'on peut faire, c'est venir rajouter, en plus de notre requête utilisateur dans l'amorce, des informations supplémentaires qui vont pouvoir être utilisées par le modèle pour venir répondre à ces questions. Donc par exemple, si je lui pose la question qui est le président des États-Unis et que je lui mets en plus dans l'amorce la page Wikipédia sur la présidence actuelle des États-Unis, le modèle va correctement réussir à venir extraire l'information de cette page Wikipédia et donc nous préciser que le président des États-Unis, ce n'est plus Joe Biden, mais c'est Donald Trump. Mon CV, il va pouvoir venir extraire la date à laquelle j'ai été embauché à Lighton et donc répondre correctement à la question depuis quand Antoine travaille chez Lighton. Et donc pour reprendre cette analogie du savant, les savants ils peuvent être très intelligents, ils ont étudié énormément d'informations, mais s'ils n'ont pas les informations pendant leur entraînement sur la question, il ne va pas pouvoir nous répondre. Mais si on lui donne des livres, il va être capable d'aller lire dans le livre, d'aller trouver cette information et de nous répondre correctement. Et donc ça, c'est un peu les approches que vous pouvez voir. On peut pouvoir donner des documents et venir joindre directement certains documents. ChatGPT, il le propose potentiellement de venir joindre un ou deux documents et du coup avoir des réponses qui vont utiliser ces documents. Le problème, c'est que dans la réalité, dans les vrais cas d'usage, vous avez plus qu'un ou deux documents. Les bases de connaissances des entreprises, ce n'est pas un ou deux documents, c'est des dizaines, des centaines, des milliers, des centaines de milliers, que sais-je. Et donc, en fait, on ne va pas pouvoir venir attacher tous les documents à notre modèle. Ça serait beaucoup trop coûteux. On a parlé des cartes graphiques tout à l'heure, mais il faudrait énormément de cartes graphiques pour venir tenir ça. Et en fait, même si c'était réellement possible, ça ne serait pas pertinent, puisqu'en fait, on viendrait noyer notre modèle sous une grande quantité d'informations. Et donc, on viendrait nécessairement dégrader la qualité de la requête. Et donc, en fait, pour reprendre l'analogie du savant de tout à l'heure, là, le savant, il a accès à des livres, mais en fait, il a accès à une gigantesque bibliothèque d'Alexandrie. Et il ne va pas pouvoir aller chercher correctement l'information dans les livres, il va être perdu et il ne pourrait pas lire toutes ces informations. Et donc, ce qu'on va mettre en place, c'est une étape de recherche d'informations. C'est-à-dire qu'on va venir chercher dans la grande base d'informations qui contient des milliers de documents, uniquement les documents ou les parties de documents qui sont pertinents pour venir répondre à la requête. Et on va utiliser uniquement ces parties-là pour les donner en amorce du modèle pour qu'il puisse adapter sa réponse. Et voilà. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir filtrer la grosse base d'informations et conserver uniquement les informations les plus pertinentes. Et donc, ce processus de recherche d'informations, il peut être fait de nombreuses façons différentes. Donc, la plus connue désormais du grand public, c'est la recherche vectorielle, la recherche sémantique. Mais on peut utiliser des méthodes un peu plus traditionnelles, comme la recherche lexicale, ou énormément d'autres types de recherche.
L'important, en fait, c'est juste qu'on va réussir à cibler dans la grande base d'informations toutes les informations qui sont pertinentes pour répondre à la question et uniquement ces informations-là. Et donc ça nous a permis de créer des pipelines de RAG qui vont pouvoir venir augmenter la génération et du coup répondre à des questions en utilisant des connaissances qui ne sont pas connues par le modèle mais qui sont disponibles dans vos bases de connaissances. Et c'est un peu toutes les pipelines de RAG qu'on commence à voir émerger sur le domaine. Mais un des problèmes, c'est que tous les processus que je viens de vous montrer jusque-là, ils fonctionnent uniquement sur des données textuelles. Le modèle, il a appris à compléter des séquences textuelles, donc ce qu'on va lui mettre en entrée, c'est du texte. Et la recherche d'informations un peu plus traditionnelle, elle fonctionne également sur des données textuelles, sur des documents textuels. Or, en fait, les bases d'informations de nos clients, elles ne sont pas sous la forme de fichiers textuels, ce n'est pas juste des points TXT, c'est des formats extrêmement divers, comme des PDF, des PowerPoint, des SharePoint, enfin, énormément de types différents. En fait, ces documents-là, ils ne sont pas sous la forme textuelle, ils sont sous la forme visuelle. Et donc, pour pouvoir utiliser ce type de documents très variés dans des pipelines de RAG textuels traditionnels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une étape de parsing et de reconnaissance de caractères, d'OCR, dont le but est d'extraire au maximum le texte contenu dans nos documents visuels pour obtenir notre document visuel sous la forme d'un texte. Donc là, j'ai mis un exemple, on ne voit pas très bien, je suis désolé. J'ai mis un exemple d'une page, d'un document visuel et du texte qu'on arrive à extraire avec une pipeline de parsing et d'OCR un peu vanilla, un peu naïve. Et donc, on peut s'apercevoir d'un certain nombre de problèmes de ces approches, notamment avec les boîtes de couleurs. Vous voyez qu'elles sont un peu toutes mélangées. On ne voit pas bien les couleurs, mais croyez-moi sur parole, on voit qu'on a perdu en fait la structure puisque le modèle va essayer d'extraire du texte, mais il ne sait pas forcément quel texte est relié à quelle partie. Et donc, on va extraire au maximum le texte, mais on va perdre notamment la structure de notre document. Et également quelque chose que, encore une fois, vous ne pouvez pas voir, je suis désolé, c'est que le moment où on va essayer de détecter les caractères, la reconnaissance de caractères, l'OCR, quand on va extraire le texte, on va avoir des erreurs au niveau du décodage, et donc on va avoir des lettres qui ne sont pas bien reconnues, et donc on va avoir des mots qui ne font plus de sens, et on va casser le sens du document, ce qui va pénaliser le modèle pendant sa génération. Et de façon un peu plus dramatique, les valeurs numériques, potentiellement, des fois, vont être mal décodées, il va y avoir des erreurs au niveau des chiffres. Et donc, si on pose des questions qui nécessitent d'avoir les valeurs correctes pour pouvoir répondre, eh ben, on va forcément générer des réponses erronées puisqu'on n'a pas la bonne donnée à ce niveau-là. Donc là, j'ai mis un exemple un peu extrême en utilisant une pipeline de parsing et d'OCR vraiment naïve pour un peu illustrer ce propos. Nous, bien évidemment, au sein de Paradigm, même pour la pipeline textuelle, on a une pipeline d'OCR et de parsing qui est bien meilleure que ça, puisqu'en fait, on l'a travaillé depuis des années pour essayer d'améliorer. Mais dans tous les cas, en fait, même si on arrivait à rendre cette pipeline parfaite, garder toute la structure et n'avoir aucune erreur de décodage, vous voyez bien que dans le document, on a des informations qui ne sont pas sous la forme textuelle. On a des images, on a des icônes, on a des petits dessins. Et dans vos documents, il y a potentiellement des graphes, des images, des photos, des choses qui ne sont tout simplement pas du texte. Et donc, en fait, vous pouvez voir que, comme ce n'est pas du texte, toutes les pipelines textuelles vont juste totalement ignorer cette information. Et donc, si vous essayez de poser des questions sur ces informations-là, on ne peut pas y répondre puisqu'on n'a pas accès à cette information-là. Voilà. Et donc, juste même pour prendre un cas qui n'est pas totalement visuel, c'est le cas que tout à l'heure Arthur a montré. Même si j'arrive à extraire profil de risque, risque plus faible, risque plus élevé et l'échelle de 1 à 7, qui est une information textuelle, on voit que si je perds l'information visuelle de la couleur ici, si j'arrive à réussir à extraire correctement le texte, je ne serai plus capable de répondre à une question simple, à savoir quel est le profil de risque de ce fonds d'investissement, puisqu'on avait besoin de l'information visuelle pour répondre à cette question. Et donc pour répondre à cette problématique, on va utiliser des modèles de langue visuelle. C'est-à-dire qu'en fait, les modèles de langue que je vous ai présentés juste avant, ils étaient un peu aveugles, ils fonctionnaient uniquement sur du texte. Et là, l'idée, ça va être d'essayer de leur donner des yeux. Et donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre processus de venir compléter une séquence itérativement. Mais en plus, on va venir rajouter une image qui va venir conditionner notre processus de génération. Et donc, si on reprend mon exemple tout à l'heure du chat, cette fois-ci, si je rajoute cette image-là en entrée, plutôt que de générer le fait que le chat buvait du lait, je vais devoir générer que le chat est assis sur une branche. Et donc, en faisant cet entraînement conditionné à cette image, on va forcer le modèle à apprendre à utiliser le contenu visuel pour pouvoir générer la séquence correcte. Et donc, en fait, on va apprendre au modèle à utiliser le contenu visuel qu'on lui donne en entrée pour faire sa génération et donc à extraire au maximum les informations du contenu visuel qu'on lui met en entrée.
Et donc ça, en fait, une fois qu'on a entraîné ce type de modèle, ça va nous permettre de mettre directement les documents, les PowerPoint, les PDF, sous leur format visuel, tel que vous les voyez, afin de pouvoir utiliser au maximum toute cette information sans avoir aucune perte d'information ni erreur de décodage. Et donc ça nous permet de venir répondre à un certain nombre de questions qui étaient juste tout simplement pas possibles à ce moment-là, à l'époque, avec les pipelines un peu plus traditionnels de texte. Pardon. Mais on retombe dans ce problème original de ça fonctionne si vous donnez uniquement une page à votre modèle. C'est capable d'aller lire directement, si je lui donne cette page-là, de répondre à cette question. Mais vos bases de connaissances, elles ne sont pas composées que d'une ou deux pages, elles sont composées de centaines de milliers de documents. Et encore une fois, on ne va pas pouvoir mettre tout en entrée du modèle, ça serait trop coûteux et on viendrait noyer le modèle. Et donc, encore une fois, on va mettre en place un processus de recherche d'informations afin de venir sélectionner l'information pertinente dans votre base et la donner en entrée du modèle. Le problème, c'est que les processus de recherche d'informations dont j'ai parlé tout à l'heure, un peu plus traditionnels, ils fonctionnent encore une fois que sur du texte. Et donc, on ne va pas pouvoir directement chercher des documents visuels. Donc, une façon de faire, ça serait simplement de venir extraire le texte et de chercher la version textuelle, puis de donner l'image associée à notre modèle. Mais si on fait ça, on se heurte au même problème qu'on a au niveau de la génération, à savoir qu'il va potentiellement manquer des informations ou qu'il va y avoir des informations qui sont mal décodées. Et donc, si on a besoin de cette information pour identifier les documents pertinents, on ne va pas pouvoir le faire. Et donc, plutôt que de faire ça, ce qu'on va mettre en place, c'est une pipeline de recherche d'informations multimodale. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, on va essayer de trouver les documents les plus pertinents. Sauf que cette fois-ci, on va encore une fois avoir notre requête qui est sous le format textuel, mais on va essayer de chercher des documents qui sont pertinents, peu importe qu'ils soient visuels ou textuels. Et donc, ça va nous permettre d'identifier les documents les plus pertinents, peu importe leur modalité d'origine, le texte ou l'image, et de venir augmenter la connaissance du modèle avec l'information qui sont contenues dans votre base de connaissances. Encore une fois, sans aucune perte et en utilisant au maximum toute l'information de vos documents. Je veux juste faire une petite aparté en disant que là, aujourd'hui, on n'a pas réellement présenté toute la complexité derrière la recherche d'informations, pour ne pas alourdir un vendredi matin. Mais en fait, toute cette pipeline de recherche d'informations, c'est notamment ce qui fait la différence entre un POC de RAG que vous pouvez trouver en 3 lignes de code sur Internet et un produit beaucoup plus abouti que Paradigm. Parce qu'en fait, les POC en 3 lignes de code, ils vont utiliser uniquement la recherche vectorielle. Et en fait, la recherche vectorielle, elle a le bon goût de fonctionner assez correctement sur des domaines assez généraux. Et donc, on va pouvoir avoir des résultats qui semblent à peu près corrects au début. Mais la recherche vectorielle, quand on va commencer à vouloir chercher sur des domaines un peu divers ou des domaines un peu spécifiques, il va y avoir de nombreux cas d'échecs. Et donc, en fait, pour avoir des résultats qui sont vraiment corrects sur des grandes bases de données, on va devoir multiplier en fait le nombre de signaux différents pour essayer de combler les lacunes de chacun de ces signaux. Et donc, c'est en fait pour ça que nous, au sein de Lighton, on a une équipe qui est dédiée à la recherche d'informations, parce qu'on travaille quotidiennement sur l'amélioration de cette recherche d'informations. C'est un domaine qui n'est pas facile, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent laisser penser. Et surtout, c'est un domaine qui évolue énormément. Par exemple, là, les pipelines de recherche d'informations multimodales, en tout cas sous ce format-là, il y a quelques semaines, quelques mois, ça n'existait pas. Et donc, en fait, c'est pour ça que nous, on est obligés, si on veut continuer d'améliorer le produit, de travailler quotidiennement sur ce processus de recherche d'informations pour pouvoir trouver au mieux dans votre grande base de données les informations les plus pertinentes. Parce qu'actuellement, les modèles, quand on leur donne la bonne information, ils n'ont pas trop de mal à venir extraire l'information. Mais la vraie difficulté, c'est de chercher parmi tous vos documents quel est le bon document qui contient la bonne information. La connaissance du modèle avec l'information qui sont contenues dans votre base de connaissances. Encore une fois, sans aucune perte et en utilisant au maximum toute l'information de vos documents. Je veux juste faire une petite aparté en disant que là, aujourd'hui, on n'a pas réellement présenté toute la complexité derrière la recherche d'informations, pour ne pas alourdir un vendredi matin. Mais en fait, toute cette pipeline de recherche d'informations, c'est notamment ce qui fait la différence entre un POC de RAG que vous pouvez trouver en 3 lignes de code sur Internet et un produit beaucoup plus abouti que Paradigm. Parce qu'en fait, les POC en 3 lignes de code, ils vont utiliser uniquement la recherche vectorielle. Et en fait, la recherche vectorielle, elle a le bon goût de fonctionner assez correctement sur des domaines assez généraux. Et donc, on va pouvoir avoir des résultats qui semblent à peu près corrects au début. Mais la recherche vectorielle, quand on va commencer à vouloir
chercher sur des domaines un peu divers ou des domaines un peu spécifiques, il va y avoir de nombreux cas d'échecs. Et donc, en fait, pour avoir des résultats qui sont vraiment corrects sur des grandes bases de données, on va devoir multiplier en fait, le nombre de signaux différents pour essayer de combler les lacunes de chacun de ces signaux. Et donc, c'est en fait pour ça que nous, au sein de Lighton, on a une équipe qui est dédiée à la recherche d'informations, parce qu'on travaille quotidiennement sur l'amélioration de cette recherche d'informations. C'est un domaine qui n'est pas facile, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent laisser penser. Et surtout, c'est un domaine qui évolue énormément. Par exemple, là, les pipelines de recherche d'informations multimodales, en tout cas sous ce format-là, il y a quelques semaines, quelques mois, ça n'existait pas. Et donc, en fait, c'est pour ça que nous, on est obligés, si on veut continuer d'améliorer le produit, de travailler quotidiennement sur ce processus de recherche d'informations pour pouvoir trouver au mieux dans votre grande base de données les informations les plus pertinentes. Parce qu'actuellement, les modèles, quand on leur donne la bonne information, ils n'ont pas trop de mal à venir extraire l'information. Mais la vraie difficulté, c'est de chercher parmi tous vos documents quel est le bon document qui contient la bonne information. Donc juste pour conclure, je vais récapituler un peu les différentes approches que j'ai pu présenter aujourd'hui. Donc on a potentiellement les approches qu'on appelle in context, dans lesquelles on va venir attacher uniquement un ou deux documents. Donc ça marche assez bien si vous avez un ou deux documents, ou si vous pouvez aller sélectionner à la main quels sont les documents qui contiennent ces informations-là. Mais on ne va pas vous demander d'aller sélectionner parmi 1 million de documents quels sont les beaux documents pour chacune de vos requêtes. Et surtout, vous n'êtes même pas forcément censé connaître vos documents par cœur et savoir dans quel document il y a cette information. C'est pour ça que les pipelines de RAG, de génération augmentée par la recherche d'informations, on va venir déléguer ce processus de sélection des documents dans votre grande base par la recherche d'informations automatique, qui va venir sélectionner directement vos beaux documents. Et donc ça, c'est le RAG un peu traditionnel au niveau du texte. Mais comme je vous ai montré, vos documents, ils ne sont pas sous la forme uniquement de texte. Et donc toutes ces pipelines-là, elles vont ignorer tout l'aspect très riche visuellement de vos documents. Donc elle ne va pas fonctionner très bien sur des graphes, des images ou tout le contenu visuel. Et donc c'est pour ça qu'au sein de Lighton, on a décidé de mettre en place un pipeline de RAG multimodal, qui est quelque chose d'assez nouveau sur le marché, afin de pouvoir utiliser au mieux toute la richesse de vos documents, la richesse visuelle de vos documents, et venir répondre à des questions qui n'étaient pas possibles de répondre avec des pipelines traditionnels textuels. Et je vais finir avec une toute petite aparté, parce qu'on m'a demandé d'en parler. Vous avez sûrement entendu parler, en fait, toutes ces approches-là, elles vont permettre d'augmenter la qualité de modèles assez général que vous avez l'habitude de ChatGPT, avec des informations qui sont internes à votre compagnie, votre boîte, pardon. Et vous avez sûrement du coup entendu parler de fine-tuning par rapport à ça, en disant qu'on va essayer d'adapter le modèle là avec les informations que vous avez. Sauf que plutôt que de venir ajouter l'information au moment de la génération, on va venir réentraîner notre savant, c'est-à-dire que plutôt que de lui donner des livres au moment où il doit nous répondre, on va le faire potasser sur tous nos livres afin qu'il apprenne des nouvelles connaissances. Un des gros problèmes de cette approche, c'est que c'est extrêmement coûteux, puisqu'en fait, votre connaissance, elle va évoluer à chaque fois et on va devoir réentraîner le modèle à chaque fois. Donc c'est extrêmement coûteux. On va aussi spécialiser le modèle sur certaines de vos connaissances. Or, vous voulez potentiellement ne pas perdre la généralité du modèle ou utiliser sur différents domaines. Et surtout, c'est un processus qui est extrêmement compliqué à mettre en place parce que ça nécessite d'avoir des données extrêmement propres, etc. Et c'est vraiment pas évident à mettre en place, alors que nos pipelines de recherche d'informations ont été développés pour être le plus général possible et fonctionner sur potentiellement un certain nombre de domaines différents. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour à tous. Oui, donc l'introduction sur le deuxième point du petit déjeuner aujourd'hui, la partie agentique en IA. J'ai fait hier soir l'exercice d'aller dans les Google Trends et de regarder. Donc on parle dans les nouvelles aujourd'hui et les recherches web sur Google environ 2 fois plus d'IA agentique qu'en décembre l'an dernier et environ 10 fois plus qu'en juin l'an dernier. D'après ce que j'ai vu hier, on arrive, la crête commence à redescendre. Donc c'est un vrai sujet. La question de Benoît en était là. C'est est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà adopté ou non? C'est un mot qui est très utilisé. Donc comme la plupart du temps dans les industries aujourd'hui, il n'y a pas encore forcément de standard sur une vraie définition. On va regarder très rapidement qu'est-ce que ça peut faire, comment nous on s'en sert et quels sont les principes de base. Et surtout, est-ce que c'est la réponse absolument à tout, comme ce que certains influenceurs IA veulent nous faire croire.
La première notion pour déterminer un agent, en fait, le plus simple, c'est de définir son comportement. Donc chez nous, les gens qui travaillent sur les sujets, on arrive à peu près à redéfinir ça en disant c'est un système un modèle ou un système auquel on va donner une tâche qui a à sa disposition une boîte à outils, une liste de choses qu'il est capable de faire, qui a parfois à sa disposition un ensemble de données vraiment très précis, pas forcément l'ensemble de la base de connaissances de l'organisation. Et à partir de là, il va lui-même orchestrer, générer un plan de travail, une séquence de tâches, qui va ensuite aller essayer de dérouler et réessayer si jamais il n'y arrive pas à une certaine étape ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on définit comme un comportement agentique, et Jacopo, qui avait préparé les slides, notre directeur technique, représente ça par une boîte à outils ici qui est composée de différents outils physiques cette fois pour fabriquer une table. Une tâche à qui on donnerait qu'on donnerait au système, qui serait de construire une table. L'équivalent dans le domaine de la bureautique, ça serait, parce que j'ai besoin d'une table maintenant, ça serait de faire une analyse rapide sur un fichier, quel qu'il soit. Et avec ça, en fait, et la nature même des modèles de génération, on va se retrouver avec une table, effectivement, à chaque fois, mais un ordre qui n'a pas forcément été le même à chaque fois, un résultat qui est possiblement différent à chaque fois. Et en fait, et ça va d'une table Ikea à une table Roche-Beaubois, je crois, d'après ce que Jacopo avait mis dans sa présentation, qui n'ont ni le même objectif, ou une table de ping-pong, qui n'ont pas forcément les mêmes usages au final, mais qui, si on a besoin de quelque chose rapidement, tout de suite, qui peut être parfois complexe, peut être très utile. En fait, ce qu'on voit en discutant avec nos clients finaux, ce qu'on voit en discutant avec leurs consultants, ce qu'on voit en discutant avec les grands intégrateurs, c'est que ce genre de comportement-là est particulièrement approprié à des tâches peu récurrentes dans les organisations, quelque chose qu'on a besoin de faire tout de suite. J'ai reçu un document, j'ai besoin de le retravailler, un fichier CSV, j'ai besoin de le nettoyer, ce genre de choses-là où on a besoin effectivement de pouvoir enchaîner plusieurs actions. Mais ça reste quelque chose de ponctuel, parfois complexe, et à chaque fois dynamique. Le plan de travail qui a été généré, mon organisation n'en a pas une valeur forte, systématiquement. Alors qu'en fait, évidemment, les gens pour qui on travaille ont des métiers, des business units entières qui travaillent sur des métiers. Et en fait, nous, ce qu'on nous répond quand on parle d'architecture agentique, c'est Patrice, c'est très sympathique, ça a l'air très intéressant et ça peut être utile dans certains cas comme ça, mais mon organisation fait ce métier-là depuis 25 ans, j'ai des process, dans mon process, il y a 12 étapes. Ces 12 étapes-là, il y en a peut-être 8 qui pourraient être enrichies par de l'IA générative. Tout le reste, c'est des règles métiers qu'on a mis des années à construire et à acquérir. Et en fait, moi, pour que je fasse confiance au système et qu'il m'aide de façon productive dans mon métier au quotidien, il faut que je sois sûr qu'on est passé au travers de ces 12 étapes-là et qu'à la fin, je peux contrôler le résultat de ce qui sort pour avoir ma table qui est celle que mon organisation a voulu construire de façon répétable et qui suit le process exactement que moi j'ai déterminé en interne. D'accord ? Ici, encore une fois, chaque outil pouvant être un outil d'IA générative avec ce qu'on voyait tout à l'heure, de la manipulation d'images, de la manipulation de texte, de la recherche dans une grande base de connaissances, peu importe, vous avez à peu près l'idée. Et donc en fait, on voit vraiment apparaître cette différenciation dans beaucoup de discussions qu'on a aujourd'hui avec des comportements agentiques d'un côté très adaptés à des tâches dynamiques peu récurrentes et généralement pas métiers en termes d'organisation, et de l'autre, ce que nous on appelle des workflows, mais vraiment qui sont des process métiers déterministes où on va pouvoir garantir que cette liste de tâches-là a été exécutée dans cet ordre-là et avoir une auditabilité, des logs et tout ce qu'on veut sur ce genre de choses-là. Donc cette différenciation entre les deux, pour nous, elle devient vraiment de plus en plus évidente et on a l'impression qu'elle ressort aussi sur le marché, même pour des tâches qu'on pensait un peu parfois génériques. Est-ce que vous avez déjà utilisé de la GenAI pour faire une traduction, par exemple, quel que soit le système ? Nous, on trouve de plus en plus de consultants chez des gros intégrateurs qui nous disent, pour les traductions métiers, dans la pharma, quand on traduit une notice pour des choses spécifiques, on a besoin d'un workflow déterministe garanti en fait. On ne peut pas donner un fichier au système et lui dire traduis-le-moi dans telle langue s'il te plaît. Ça ne fonctionne pas en fait. Donc on va aller
faire ce que l'on nous montrait tout à l'heure, prendre des morceaux du document, garantir qu'on les traduit de la bonne façon, passer à l'étape suivante, faire certains types de vérifications, etc. Donc vraiment cette séparation entre d'un côté la nature agentique et dynamique un peu de l'IA et les workflows, on la voit apparaître et on la retrouve même dans des tâches de type traduction quand on arrive dans des types de tâches qui sont critiques au métier des gens avec qui on travaille. On va faire un exemple très rapidement de ça, sur un cas d'usage que vous aurez sans doute dans vos organisations, qui est celui de l'augmentation d'analyse de dossiers administratifs. Ça peut être, vous avez sans doute chez vous, est-ce que vous avez des applications internes qui ont des dossiers où on doit venir déposer un certain nombre de fichiers, toujours les mêmes, des formulaires, des pièces d'identité, ce genre de choses-là. Donc ça peut aller par exemple de l'accueil d'un nouvel employé, qui est très standardisé avec une dizaine, une quinzaine de documents systématiquement à revoir. La plupart du temps, aujourd'hui, revus par des chargés de recrutement manuellement. Donc quand les volumes sont assez élevés, ça représente une énorme tâche en termes de temps passé. Ça peut être dans l'immobilier le dépôt d'un dossier de type bail ou location. Même chose qui demande tout un tas de revues de chaque document. Et donc pour illustrer la partie visuelle et la capacité à l'automatisation de ces tâches-là, ou en tout cas à l'augmentation de ces tâches-là, on va regarder un exemple rapide de ça. Donc on a ici, ça va être ça l'idée de ce que vous sentez, une application métier où on va venir déposer un dossier administratif avec des informations personnelles et des pièces jointes. On a Paradigme qui est à la disposition des organisations chez qui on travaille au travers de son API pour tout ce qui est automatisation. Tout ce qu'on vous a montré depuis le début est accessible au travers d'API pour augmenter les applications existantes dans les organisations dans lesquelles on travaille ou en développer de nouvelles par-dessus, ou en tout cas les appelant. Et donc on va créer un workflow de mise en, exécuter plutôt un workflow de mise en conformité des documents qui va aller récupérer les documents dans cette application tierce, qui va aller vérifier certains types d'informations. Est-ce que la pièce d'identité contient bien des informations d'identité? Est-ce qu'elle concorde avec l'identité qui a été déclarée? Ce genre de choses-là. Encore une fois, c'est un exemple ici pour illustrer les capacités visuelles d'analyse de documents. Et c'est aussi des exemples, évidemment, qu'on voit, nous, au quotidien, avec certaines organisations qui sont très peu équipées pour ça et qui font ça manuellement à des échelles assez grandes. Et on voit bien, en fait, ici, qu'en termes de flexibilité pour des grandes organisations, c'est quelque chose qui est particulièrement adapté, puisque en fait, dans les organisations avec lesquelles on travaille, parfois cette application, elle est interne, et donc à la limite, on pourrait avoir des équipes de logiciels qui iraient les modifier directement pour intégrer de la GenAI dedans, mais dans certains cas, les applications comme ça, elles sont acquises au travers de contrats chez un éditeur, et donc là on n'a pas du tout accès à ces choses-là autrement qu'au travers des API, des fonctionnalités de ces applications-là. Donc en fait ici on a vraiment quelque chose qui est très flexible où on peut venir intégrer une étape intermédiaire, enrichir des applications existantes et donner accès à ça depuis la plateforme. Donc ça, c'est des exemples de spécimens des documents que je vais vous montrer, qui ont été étudiés. On voit bien ce que Arthur listait tout à l'heure, le côté confidentiel. Quand on travaille, et c'est le cas, je suppose, mais avec des informations de ce type-là, carte, relevé d'identité bancaire, carte d'identité, etc., c'est des choses qui sont très réglementées, évidemment, et qu'on n'a pas forcément envie d'externaliser dans des systèmes d'analyse tiers, qui ne sont pas forcément souverains. Et donc, on a ici un exemple de l'application en question, que j'ai pré-rempli pour nous faire gagner un peu de temps, mais donc que vous retrouverez, je suppose, dans vos organisations des applications un peu équivalentes, où on va venir uploader les documents nécessaires pour le dossier administratif, renseigner les choses. Quand on soumet la candidature, on a donc, comme dans n'importe quelle application, un identifiant qu'on peut revenir suivre plus tard en tant qu'utilisateur final. Et donc, depuis Paradigme, par exemple, je vais être capable de lui demander de venir vérifier l'application qui contient, avec l'identifiant que je viens de créer. Donc là, on retrouve ce que Arthur nous présentait tout à l'heure, qui est le fait on a la capacité de venir déclarer dans Paradigme facilement des outils tiers.
Et donc là, on est venu déclarer le mécanisme que je vous présentais sur le schéma précédent, en expliquant que cet outil sert à vérifier des dossiers administratifs, vérifier des applications, on donne une description claire. Et du coup, quand on vient parler en langage naturel ou demander une tâche au système en langage naturel en lui demandant de vérifier l'application, on voit qu'il choisit ici l'outil non pas de recherche web, l'outil de recherche documentaire, mais bien l'outil de vérification de dossiers administratifs qu'on a déclaré dans la plateforme. Et donc, le système va venir dérouler la série de vérifications qui a été paramétrée à l'intérieur. Ici, c'est encore une fois pour démontrer les capacités visuelles de la plateforme. Ça pourrait être du traitement métier de type exercer des règles métiers, faire des résumés de documents, faire de la génération, peu importe. Là, c'est vraiment un exemple qui va prendre les pièces jointes et venir automatiser une partie du traitement. Avec, ici, on a vérifié la pièce d'identité. Et on fait un résumé de qui est la personne qui a déposé ce dossier-là, vérification de la cohérence et de la concordance de l'adresse entre les deux. Et là, on voit qu'on a un problème qui est l'IBAN sur le RIB ne correspond pas à celui du formulaire. Et en fait, avoir une approche telle que celle-ci dans les systèmes comme ceux qu'on voit ici, concrètement, hein, ça permet aussi d'itérer sur le niveau de confort avec l'organisation de façon flexible. C'est-à-dire qu'au début, on peut avoir un premier workflow qui fait ce que je vous ai montré là, c'est-à-dire qu'il va aider les chargés de recrutement à aller analyser les documents une première passe, en disant attention, celui-là, celui-là et celui-là ne sont pas bons. Et tout le reste du process est toujours laissé aux chargés de recrutement actuels, aller contacter la personne, aller dire que le document n'est pas le bon, tout ce genre de choses-là. Et au fur et à mesure que le confort de l'organisation avec ce genre de système évolue, on peut automatiser de plus en plus cette partie-là en venant dire non, je vais donner la capacité à la plateforme de refuser directement le document, par exemple, ou d'aller, une fois que le dossier est refusé ou accepté, générer un mail et l'envoyer à la personne qui l'a en ligne. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui arrive le premier jour, évidemment. C'est le genre de système, tout comme on veut de l'explicabilité quand on fait une recherche de qu'est-ce qui a permis, quels sont les extraits des différents documents qui ont permis de répondre à cette réponse-là. Dans ce cas-là, ici, on veut une explicabilité et des preuves sur le fait que oui, ça va bien nous aider à accélérer et que mes chargés de recrutement qui aujourd'hui sont sous l'eau vont être libérés de certaines de ces tâches-là. On veut vérifier tout ça avant de pouvoir l'automatiser. Et encore une fois, comme on est dans un système vraiment asynchrone qui n'est pas forcément ni relié à Paradigme autrement que par des communications, ni dans l'application métier directement, on a toute liberté de faire évoluer cette partie-là à la vitesse qu'on veut. On peut faire plusieurs releases de ce système-là par jour, si on veut. L'ensemble du système, le reste du système n'est pas perturbé. Donc on a vraiment le takeaway aujourd'hui, c'est vraiment cette partie-là. Pour moi, c'est d'un côté les capacités des plateformes génériques et des outils que nous on fournit qui augmentent énormément et des capacités agentiques comme celles qu'on a vues et d'autres types d'outils. Et de l'autre, pour des process métiers, ça c'est un exemple encore une fois, hein, j'espère qu'on va pouvoir parler de process métiers de ce type-là plus avancés et peut-être moins visuels mais plus propres à ce que vous faites en buvant autour d'un café juste après. On se retrouve vraiment avec ces deux grands types de traitements qui émergent et qui, on espère en tout cas, vont clarifier beaucoup de choses sur le système de l'IA fait ça. Non, ce n'est pas l'IA qui fait ça, c'est le workflow métier qui utilise de l'IA qui fait ça. Et là, on est vraiment dans une discussion et un type de contrôle beaucoup plus avancé. Et évidemment, le dernier point là-dessus, c'est, on rejoint ce que montrait Arthur et ce que nous expliquait Antoine, l'ensemble des documents qu'on traite là, dans un mode comme celui-là, reste à l'intérieur de votre organisation. Le temps défile, on va essayer d'accélérer un petit peu pour rester dans les contraintes de chacun. En quelques résumés, Lighton, c'est plusieurs approches qu'on a essayé de vous communiquer aujourd'hui. Première chose, on a travaillé énormément sur ce qu'on appelle l'entreprise ready, c'est-à-dire être l'ensemble des compliance que vous devez attendre en tant que grosse société. Nous sommes complètement compliance sur l'ensemble, que ce soit RGPD, SSO. Le but est d'avoir une solution non pas pour faire un POC avec 5 utilisateurs. On est bien conscient qu'on veut monter à plusieurs centaines, voire des milliers d'utilisateurs. Donc on a tout construit pour que ça soit adapté à ces problématiques-là. Effectivement, aujourd'hui, c'est sur quoi on travaille depuis 2 ans et qu'on essaie d'insister, c'est sur cette capacité d'interagir avec une base documentaire. Bien sûr, ça passe par la sécurité. Bien sûr, ça passe par la compréhension de tous les formats. On a aussi essayé de vous démontrer la capacité de synchroniser. La grosse problématique que nous, par exemple, à mon quotidien,
Je dois chercher de l'information. Est-ce que je vais chercher dans mes mails? Est-ce que je vais chercher dans mon drive? Est-ce que je vais chercher dans mon agenda? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de développer ce qu'on appelle des data sources, la capacité de se synchroniser et de centraliser l'ensemble de vos informations, quelle que soit la source. On vous a parlé de Google Drive parce que c'est un outil qu'on utilise. On a développé un connecteur avec ServiceNow. On est en train de travailler sur Suite SharePoint. On va avoir Suite Confluence. On fait le choix systématiquement en fonction de ce que nos clients nous disent en disant « Ah, cet outil-là, c'est un outil où notre data est présente. J'en ai besoin. » Très bien, SharePoint est évidemment un outil qui est clé. On va le sortir d'ici la fin du mois d'avril. Donc vous voyez, ça va arriver très vite. Et systématiquement, si vous avez des besoins spécifiques sur des data sources, notre but à la fin, c'est d'avoir un seul champ de recherche et puis devoir aller chercher dans toutes ces sources. Et effectivement, avec une synchronisation. J'entends par là, c'est pas simplement je vais chercher le fichier IVI. On est 50 à travailler dessus, on l'a changé, on l'a édité. Aussi cette capacité à avoir toujours la bonne version du document. Aujourd'hui, on est un partenaire technique. Comme l'expliquait tout à l'heure Antoine, j'appelle ça du chaos. Je sais pas, moi je viens du digital, je trouvais que le digital allait vite. L'IA générative, c'est x100, x1000, ça bouge tous les jours. Aujourd'hui, on a notre 4e version d'Alfred sur notre site, sur notre plateforme. On en a fait bien plus, mais sur Alfred, en 2 ans, 4 modèles. On voit que le délai entre un modèle et un autre est en train de s'accélérer parce qu'on a mis en place des outils de bench pour évaluer chaque arrivée de nouvel outil, chaque arrivée de nouveau modèle. Il y a des modèles qui arrivent tous les week-ends. Notre promesse, on vous enlève cette problématique-là pour que vous puissiez vous concentrer sur votre business et arrêter de se dire « Oh là là, il y a un nouveau modèle qui est arrivé. Est-ce que je vais devoir tout refaire avec mes équipes qui sont potentiellement très compétentes mais qui n'ont pas forcément la bande passante ?» Dernier point, on vient de vous le montrer, c'est cool, on comprend votre data. Maintenant, on va aller plus loin. On va automatiser des tâches, et des tâches complexes, et avec une maîtrise telle que vous l'a expliqué Patrice. Et dernière chose, je l'ai mis en dernier, parce que maintenant, pour nous, ça nous paraît tellement obvious. Effectivement, on déploie sur vos serveurs, avec une promesse assez unique sur le marché, être en capacité de vous garantir la totale sécurité de vos data, sans qu'elles sortent de votre entreprise. On est là pour vous annoncer un programme qu'on appelle le APP. Le nom est pas les plus, c'est moi qui l'ai trouvé, donc j'ai le droit de dire qu'il n'est pas des plus sexy. Mais le principe est le suivant. On veut accompagner 10 clients, les 10 premiers clients, sur la construction, ce qu'on a appelé de workflow, certains appellent des agents, ce que vous a présenté Patrice. On veut accompagner 10 clients. Aujourd'hui, quand vous signez avec Lighton, évidemment, vous avez un accompagnement avec l'équipe d'Olga, notamment CSM, dont fait partie Arthur. Mais avec ce programme, on va aller plus loin. Non pas que vous mettre des personnes qui vous accompagnent d'un point de vue projet et conseil, mais carrément vous mettre en relation avec nos équipes techniques pour pouvoir construire des use cases propres à votre métier. La dernière fois qu'on a fait ça, c'est il y a 2 ans quand on a lancé nos gros modèles. Ça s'est rempli très vite. Donc on espère qu'on aura le même succès et qu'on pourra compter sur notamment vous pour pouvoir rejoindre ce programme. Dernière chose, on va inviter sur scène Pierre, qui est un interlocuteur de chez HPE. Quand on promet à nos clients de déployer on-premise, il y a un mot qui arrive très vite, GPU, j'ai besoin de GPU. Alors vous en avez peut-être 4, vous en avez peut-être 8. Encore une fois, si on travaille avec une centaine, plusieurs centaines d'utilisateurs, c'est peut-être suffisant. Mais il y a un moment, vous allez devoir passer à l'échelle. Et donc, on a la chance d'avoir des gens comme de chez HPE qui nous accompagnent pour pouvoir construire des bundles ensemble. Merci, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Effectivement, le partenariat Hewlett-Packard Enterprise et Lighton existe maintenant depuis longtemps. Je dirais même peut-être depuis l'origine, parce qu'en fait, Lighton a développé son modèle sur le supercalculateur Jean Zé à l'Idriss, qui était le supercalculateur et qui est toujours le supercalculateur d'HPE. Et HPE investit au niveau du programme AI for Humanity en France, donc à la fois sur la partie infrastructure, mais aussi au niveau des chercheurs, des différents centres de recherche, des 3 IA, maintenant les clusters IA, justement pour développer ces nouvelles solutions. Et aujourd'hui, je suis très fier d'être ici avec Lighton. On était la semaine dernière ensemble au salon CloudFest en Allemagne, justement, où nombre d'acteurs au niveau des CSP cherchent à monter en gamme pour ne pas proposer que du GPU as a service, mais avoir des solutions qui permettent d'aller plus loin. Aujourd'hui, on a un partenariat également avec Orange pour développer ces solutions, mais avec d'autres aussi. Parce qu'on voit qu'en fait, au niveau des utilisateurs, sur la partie IA générative, on a aujourd'hui environ une répartition 50-50 entre le cloud privé ou on-prem et le cloud public. Mais on a une tendance forte qui est en train d'arriver, où on a une étude du CIO Barclays sur plusieurs centaines de clients en Europe qui montre que 83% des clients en Europe se posent la question de rapatrier leur workload d'IA générative on-prem ou sur des environnements dédiés cloud privé. Et c'est là où le partenariat avec Lighton nous intéresse, parce que la souveraineté, c'est effectivement le point
il y en a plusieurs, hein, mais clairement en termes de différenciant et d'intérêt, c'est d'avoir une solution qui propose déjà en termes de développement une IA et un modèle qui a été développé en France, mais qui permet aussi d'avoir au niveau du RAG des données qui sont complètement sécurisées et avec des partenaires ou des clients qui voudraient le faire chez eux, un environnement qui soit sur des plateformes qui permettent d'avoir cette sécurisation au niveau des données et accessoirement aussi un coût en termes d'investissement réduit par rapport à ce qui peut être proposé au niveau des hyperscalers ou des fournisseurs ChatGPT et autres. Le partenariat avec Lighton va chez nous en termes de vente de licences Lighton. Donc on a aujourd'hui un partenariat qui nous permet de revendre ces licences. Mais aussi on a annoncé maintenant depuis quelques semaines un modèle qui permet de développer des infrastructures, parler des GPU effectivement, avec une optimisation en fonction des usages, hein, en termes de nombre d'utilisateurs, de type de recherche, avec un modèle t-shirt size qui permet de répondre small, medium, large, extra large, avec les GPU NVIDIA qui aujourd'hui, on a eu des annonces la semaine dernière, permettent encore d'aller plus loin avec les dernières technologies Blackwell 300 et GB300. Et donc on a ce modèle qui a été annoncé pour justement avoir une offre intégrée, Lighton HPE, pour pouvoir aller vite en termes de préparation en usine et d'intégration et de déploiement chez vous, avec un engagement effectivement sur les performances délivrées. Voilà, donc merci et puis bonne fin de matinée.